Bonsoir Christine Dupont de Ligonnès, bonsoir Bertram de Verdun et bonsoir Maître Goldenstein. Vous écrivez ce livre, Xavier, mon frère présumé innocent. On est 13 ans après le drame. Pourquoi aviez-vous envie de parler maintenant? C'est le temps qu'il nous a fallu en fait pour d'abord absorber le choc de l'affaire et ensuite prendre un petit peu de temps quand même pour nous et vraiment ensuite aller au fond des choses en reprenant le dossier presque dans ses moindres détails si on peut dire. Vous avez-vous l'intime conviction que Xavier Dupont de Ligonnès, votre frère, est innocent et vivant? Je l'ai toujours eu et je l'ai toujours. Qu'il n'a pas tué sa femme et ses 4 enfants? Absolument. Alors, vous défendez la théorie de la mise en scène dans ce quintuple meurtre, une couverture pour permettre à Xavier Dupont de Ligonnès et sa famille d'être exfiltrés. Et justement, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur tous les éléments que vous mettez avant dans votre livre, qui vous font douter de l'enquête et qui vous poussent à croire à cette hypothèse. En avril, les enquêteurs retrouvent 5 corps sous la terrasse de la maison nantaise de votre frère. L'enquête dira qu'il s'agit bien de sa femme, Agnès, et des 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Vous vous dites... c'était pas eux. Exactement. Pour une raison très simple, c'est que j'avais reçu 10 jours avant une lettre de Xavier, qui a beaucoup été médiatisée, et j'ai pris cette lettre au sérieux parce qu'elle m'éclairait des pans entiers de la vie de Xavier et Agnès. Donc 10 jours avant sa disparition, oui. Le 8 avril, vous recevez une lettre où il vous dit quoi? En fait, elle est postée le 8, je la reçois le lundi 11. Dans laquelle il me parle d'une exfiltration suite au fait qu'il travaille dans le renseignement. Et c'est cet élément-là qui m'éclaire. Et du coup, je prends la lettre au sérieux, bien qu'au début, le ton un peu léger, on va dire, coucou tout le monde, on a tous disparu, grosso modo. Là, effectivement, je dresse l'oreille et j'ai la sensation d'un drame familial. Mais étant donné que je continue à lire sans m'y arrêter, en le gardant comme hypothèse, mais je n'y adhère pas directement, la suite directe m'éclaire et je me dis effectivement la suite des éléments qui est avancée est fiable, même si certainement c'est quand même biaisé en partie. Madame de Verdun, la vérité judiciaire pour l'instant, le procureur l'a dit, les corps sont les corps de l'épouse et des enfants de Xavier Dupont de Ligonnès. La vérité judiciaire, elle est si difficile que ça à accepter pour vous? Pourquoi vous ne pouvez pas l'accepter? Non, pour moi, elle est inacceptable en ce sens que je n'ai pas réellement de preuves. Il n'y en a pas au dossier. Donc, est-ce qu'on est en présence d'une vérité judiciaire ou d'une vérité médiatique? C'est quand même très différent. Parce que mon frère est condamné par... médiatiquement parlant, on va dire... Mais il est présumé innocent, madame. Pardon, on le sait tous. Bien sûr, bien sûr. Présumé innocent. Mais il a fallu... On prend toujours des précautions oratoires quand on parle d'un dossier judiciaire en disant « cette personne est présumée innocente ». Voilà, c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de vérité judiciaire. Mon frère n'est pas jugé, il n'est pas condamné. Et le fait que médiatiquement, on en fasse le suspect numéro 1, c'est-à-dire le coupable idéal, avec mon caractère, ça ne passe pas. Mais la science a parlé. Il y a eu des analyses ADN qui ont été réalisées sur ces 5 corps qui ont été retrouvés sous la terrasse de votre frère, prélevés sur les corps, prélevés sur leurs effets personnels. Ça, c'est scientifique. C'est scientifique, mais nous faisons un certain raisonnement au fil des pages, qui fait que bien que ce soit tout à fait scientifique, il y a peut-être, et même nous le croyons, une autre lecture, en accord justement avec le scénario d'exfiltration que la lettre de mon frère induit. Mais c'est-à-dire que les organisateurs de cette supposée exfiltration auraient fait en sorte que cet ADN colle avec le scénario, c'est ça? Voilà, c'est ce que nous pensons. Oui, c'est exactement. Ça ne me paraît pas... Si c'est effectivement une exfiltration, ça ne me paraît absolument pas... contradictoire, et bien au contraire, ça me paraît logique que tout a été organisé pour que l'ADN des corps corresponde avec celui des prétendues victimes. Alors, vous expliquez dans votre livre qu'en 2003, il part avec son épouse, leurs enfants aux États-Unis. Ils y restent quelques temps, quelques mois. Oui. Ils reviennent en France, ils y retournent peu de temps cette fois-ci. Et votre version, c'est à ce moment-là qu'il a été formé, qu'il est devenu un agent de la DEA, c'est ça? Alors, c'est ce qu'il dit dans sa lettre. Moi, personnellement, j'ai des interrogations qui remontent plus loin dans le temps, même jusqu'en 1990, où il y a les premiers voyages de Xavier là-bas. Donc, personnellement, je me pose des questions sur ces premiers voyages. Ce qui vous fait douter aussi, c'est l'état des corps. Les corps étaient visiblement très dégradés, dans un état méconnaissable. Vous n'avez pas pu les voir, ces corps? Effectivement, personne de ma famille, ni de la famille d'Agnès à ma connaissance,
n'a pu approcher les corps. Alors, il y a eu des demandes qui ont été faites, d'après ce qui m'a été rapporté par ma propre famille. Mais, sauf erreur de ma part, il me semble que c'est le procureur qui a dissuadé les différentes personnes d'approcher les corps au motif que c'était assez émouvant et qu'on n'en avait pas besoin puisqu'on avait l'ADN et les empreintes. Alors moi, ça, effectivement, ça me fait vraiment dresser l'oreille. Parce que vous dites que la taille, par exemple, ne correspond pas, la couleur de cheveux, par exemple, ne correspond pas avec les membres de la famille que vous connaissiez? Oui, exactement. Sur plusieurs corps, il y a des anomalies assez flagrantes. En termes de taille, alors effectivement, je connais personnellement la taille d'Agnès puisque nous étions très proches, nous avons 3 ans d'écart, il me semble. Et donc nous nous étions amusés quand nous avions 20 ans à nous comparer. Je sais pertinemment qu'elle fait 1m67 et là on m'indique qu'elle fait 1m72. Alors je veux bien qu'il y ait des transformations post-mortem, mais enfin ce n'est pas prouvé non plus. Son poids aussi me paraît excessif et même chose pour les autres personnes. Moi, j'ai eu au téléphone, il y a 2 ou 3 jours, un policier de la PJ de Nantes, qui ne peut pas parler puisque l'instruction est toujours en cours, mais qui m'a dit qu'il était allé dans cette maison, qu'il avait assisté à la découverte des corps, au transport des corps ensuite, et à l'autopsie d'Anne, de Madame Dupont de Ligonnès et d'un des fils. Et qui me dit à l'autopsie, c'était dur parce qu'il avait une fille du même âge qu'Anne. Il me dit, je t'assure qu'on a tout vérifié, les empreintes digitales, l'ADN était prélevé, du sang a été prélevé dans les cœurs, dans les viscères, il y a des empreintes qui étaient exploitables, puisque les corps avaient une douzaine de jours, pardon pour ces détails, et on est sûr que ce sont l'épouse et les enfants de Xavier Dupont de Ligonnès. Mais là, le policier, il était présent lors des autopsies. Oui, est-ce qu'il a puisque les policiers assistent aux autopsies. Est-ce qu'il a suivi justement le traitement jusqu'au laboratoire de tout ça? Voilà. Nous, alors, c'est pas notre doute, il pose pas sur les corps et sur les autopsies. C'est que s'est-il passé entre le moment où les prélèvements étaient pris, soit au moment de l'exhumation, soit lors de l'autopsie, jusqu'à l'arrivée au laboratoire. C'est là, on ne doute pas des analyses ni de la puissance de l'ADN. On dit si c'est une exfiltration, tout a été prévu et forcément quelque chose aura été prévu entre le moment de l'autopsie et l'analyse au laboratoire. Ça veut dire que ces 5 corps-là ne sont pas les corps de la famille Dupont de Ligonnès. D'autres corps. Si c'est une exfiltration, oui. Donc, ok. Et l'ADN leur a été prélevé avant? Sur les membres de la famille exfiltrée, c'est-à-dire les membres de notre famille. Ce sont ces prélèvements qui auraient été substitués à ceux de l'autopsie. Malhonnêtement. Pas malhonnêtement, puisque intentionnellement. Intentionnellement, puisque il n'y a rien de malhonnête, il n'y a pas de complot, s'il s'agit d'une opération. Dans le but de l'exfiltration. Voilà. Dans votre livre, vous vous interrogez aussi sur les objets religieux qui ont été retrouvés à côté des corps. Pourquoi? Pourquoi ça vous met le doute? Parce qu'il nous semble, et Bertram me le confirmera, il nous semble qu'en fait, ils sont un petit peu attribués au hasard. C'est-à-dire? Ce ne sont pas des objets de piété très... il y a une vierge en plastique made in China, un petit médaillon de plastique qui vient de je ne sais pas où, mais ce ne sont pas des objets que normalement on mettrait près d'une personne qu'on aime. Ce n'est pas personnalisé. Il y a un chapelet qui est plutôt féminin, qui est avec un corps masculin, et inversement un chapelet masculin qui est avec l'un des deux corps féminins. Donc ça, c'est la première des choses. Il n'y a pas vraiment de logique dans la répartition. Ça ne paraît pas personnel, familial. On a l'impression que c'est quelqu'un d'étranger qui n'est même pas familiarisé avec la religion catholique, qui a mis ça pour... accréditer. Voilà, accréditer. Alors que votre frère, lui, était familiarisé avec la religion catholique. Ça ne lui ressemble pas, c'est ça que vous dites? Oui, je pense qu'en fait, on ne peut pas lui attribuer ce geste. Parce que les enfants ayant fait leur communion, confirmation peut-être pour certains, etc., en fait, ils reçoivent des cadeaux de valeur. Donc, on aurait mis plutôt des chapelets de nacre en plaqué or, enfin, des choses comme ça. Moi-même, j'avais offert des croix en émail, et c'est magnifique. Enfin, c'est plutôt ça que mon frère aurait mis, si c'était lui. Quel était le rapport de votre frère à la religion? On a beaucoup lu qu'il était obsédé par la religion. Je rappelle que votre mère a fondé l'église de Philadelphie, qui est un groupe de prière dont vous êtes désormais à la tête. Je rappelle aussi que ce groupe-là a été un temps visé par une enquête pour abus de faiblesse, enquête qui a finalement été classée sans suite il y a 1 an, en janvier 2023.
Votre mère avait une emprise sur, et a peut-être toujours une emprise, parce qu'elle est toujours parmi nous, sur vous, sur votre frère Xavier? Écoutez, j'apprécie énormément votre question parce que ça va me permettre de mettre quelques points sur les i, enfin plutôt de faire un peu de tri. Alors, ma mère n'a rien fondé du tout, je vous rassure. Aujourd'hui, c'est une dame qui va avoir 94 ans et qui est très discrète. Elle habite chez nous, donc... Elle n'a jamais été à la tête de ce groupe de prière. Non, en fait, il n'y a jamais eu de groupe de prière. Donc ça, c'est complètement faux. Pourtant, Oui. il y a eu une enquête qui a eu lieu. Bah, c'est pour ça que c'est classé sans suite, ils ont bien vu qu'il n'y avait rien du tout. Voilà. Non, en fait, ma mère, effectivement, est ce qu'on appelle dans le langage catholique une âme privilégiée. Bon, ça, c'est une terminologie. Votre livre. Classique. Revenons en 72, Voilà. j'ai 6 ans, lorsque notre mère nous apprend qu'elle reçoit des messages du ciel. Voilà. Donc Donc c'est ça, pas c'est bien répertorié. Voilà, c'est répertorié. Ça, une personne peut avoir des visions ou autre chose, ou entendre des voix, bon, comme Sainte Jeanne d'Arc. Ça n'est pas une chose que la religion catholique réprouve. Évidemment, il y a des enquêtes pour voir si c'est vrai, si c'est de l'illusion, etc. Mais globalement, c'est une chose reconnue. Et donc, ma mère n'a rien fondé du tout. Elle a juste quelques amis qui se sont rapprochés d'elle quand ils l'ont su, mais vraiment par le bouche à oreille. Elle-même ne s'est jamais fait de publicité, dont les grands-parents de Bertram. Et nos deux familles sont extrêmement liées depuis ces années-là, en fait, depuis les années 70. Donc, groupe de prière, non, parce qu'en fait, un groupe de prière, la personne reçoit chez elle, organise des prières dans un certain ordre, etc. Enfin, c'est toute une organisation. Ça n'a jamais eu lieu. Ça n'a strictement jamais eu lieu. Donc, c'est un abus de langage. Et après, c'est devenu une vérité médiatique et c'est repris dans tous les côtés. Xavier Dupont de Ligonnès, il est ruiné, il n'a pas d'argent, il n'y arrive pas, c'est la catastrophe. Il écrit à ses copains, il écrit à Emmanuel, c'est ça, Emmanuel et Michel. Oui. Il leur écrit, de toute façon, il y a deux solutions. Soit je meurs dans un accident de voiture, soit je tue toute la famille et je mets le feu à la maison. Il dit précisément, d'ailleurs, j'ai le texte sous les yeux, si ça tourne mal, je n'ai que deux solutions. Oui. Me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort. Je serai donc fin août, début septembre au pied du mur avec une décision définitive à prendre, suicide seul ou suicide collectif. Mais ne vous inquiétez pas, continue-t-il, ce qui est assez paradoxal. C'est juste des dispositions que je prends, etc. Cette lettre, enfin, ce mail, effectivement, est très surprenant. Et je comprends qu'on puisse le lire tout à fait à charge contre Xavier et se dire c'est un dépressif et il prépare sa porte de sortie, c'est ce qui va le tranquilliser, lui permettre de tenir 10 mois de plus, etc. Seulement, il y a un post-scriptum qui est quand même assez important. D'une part, on va y revenir, et d'autre part, Emmanuel et Michel se sont certes téléphonés, mais finalement ont estimé que ce n'était pas si grave que ça, que c'était un peu le style de Xavier qui était très cérébral. Et le meilleur, c'est qu'ils ne s'en sont pas rappelés sur le moment. Nous, on l'a trouvé dans le dossier d'instruction et nous en avons fait une lecture totalement différente que nous expliquons dans le... Mais avouez que c'est troublant, c'est pas tous les jours qu'on dit un truc Bien pareil sûr. à ses amis. Bien sûr. Mais ce qui est très bizarre, c'est de dire après, mais vous inquiétez pas, je suis hyper lucide, je suis très serein, tout va bien, je suis sous l'emprise d'aucune drogue. Enfin, c'est assez absurde. En Parce fait. qu'on rappelle quand même le contexte. Échec professionnel, échec financier, échec conjugaux. Il avait des problèmes. Votre frère, tout n'était pas rose. Oui, mais bon, si on prend l'avis de n'importe qui, en fait, on peut aussi faire une compilation de problèmes. Après, il faut remettre les choses à leur place et dans la bonne chronologie avec voilà, tout un tas de précisions que nous apportons dans le livre qui, finalement, arrivent quand même à éliminer le mobile financier, le mobile affectif et le troisième mobile qui est la religion, bien sûr. Il est allé au bout du bout de ce qu'il pouvait faire puisqu'il emprunte 50 000 € à son amie Marine. Il a la clé de la maison de votre frère, de l'appartement. Oui, de mon père, oui. De votre père, donc il prend de l'argent chez votre père sans lui dire. Alors je pense qu'il a plutôt... Vous êtes assez dur avec lui d'ailleurs. Il a plutôt la main sur Il avait les comptes. procuration sur les comptes. Ouais, dans le livre, vous l'écrivez. C'est la seule fois où vous êtes dur avec lui. Non, vous écrivez je la suis procuration, juste, je il a dis les procuration sur son compte. Il a pris de l'argent. Il a pris de l'argent à son frère aussi, 6 ou 7 000 €. C'est à Emmanuel. À Emmanuel. je À pense. Emmanuel, Ouais. voilà, Il a 6 pas de ou frais. 7 000 € alors qu'il avait accès. Il a dépensé, mais ça, bon, c'est pas dépensé l'héritage des parents d'Agnès. En fait, il a tout dépensé. Ensemble, ils l'ont fait. Il a plus d'argent, il a plus rien. Est-ce que c'est pas un mobile finalement? Est-ce que c'est pas un mobile avec ce que vient de dire de lire Julie? Voilà, j'ai plus de solution, je suis aux abois. Il a menti, il a pris de l'argent partout, il a plus rien. C'est un peu l'affaire du Quand docteur. a-t-il menti
il ment parce qu'il ne dit pas à son père qu'il va retirer de l'argent avec la procuration qu'il a. Et ensuite, il lui dit, je pensais que tu allais comprendre, oui, mais je te rendrai l'argent. Non, en fait, il n'a pas menti. Évidemment, il n'a pas demandé parce qu'il savait que son père refuserait. Et à ce moment-là, il faut le mettre dans le contexte de cette époque. Xavier était vraiment extrêmement dévoué. Il s'est occupé de notre père âgé, vraiment très souffrant. Pendant des mois. Voilà. Et je pense qu'à ce moment-là, mon père est hospitalisé. Donc il y a aussi Xavier est dans l'urgence parce que finalement, s'occuper comme ça, d'avoir un rôle d'aidant familial, c'est extrêmement prenant et ça lui a fait, effectivement, ça l'a empêché de faire son chiffre d'affaires plusieurs fois. Donc là, peut-être que Xavier est vraiment dans l'urgence pour payer un loyer X ou Y. Et à ce moment-là, il prend cet argent. Mais mon père lui en avait fait la proposition avant. Xavier le dit, tu me l'avais proposé, j'aurais dû quand même te le demander. Voilà, donc effectivement, mon père n'est pas très content sur le moment, ça se comprend. Mais Xavier a tout rendu. Oui, et ça, c'est jamais précisé. Il écrit, vous le racontez, hein, ça pourrait correspondre à une compensation pour le temps que j'ai passé à l'hôpital avec toi. Ça, vous l'écrivez. Mais sauf qu'il ne le fait jamais sentir à mon père. Ça, c'est mon interprétation. D'accord, mais il y a un mobile quand même. Il y a un mobile, il n'a plus d'argent, il n'a plus rien. Alors justement... Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour vous, d'accepter l'idée qu'il n'a plus rien, il décide d'éliminer toute sa famille et ensuite on ne sait pas ce qu'il a fait. Ça, c'est impossible pour vous. Et puis j'ajoute d'autres éléments quand même. On sait qu'il s'est acheté une arme avec un silencieux, peu avant les faits, de la chaux-vive, des somnifères, des achats qui accréditent la thèse de l'assassinat. Alors, il n'a pas acheté l'arme, donc il a récupéré chez son père, qui n'était pas son père, c'était pas un héritage comme ça a pu être dit. Il a acheté un silencieux avec sa carte bancaire, ostensiblement. Il a acheté tout ce que vous avez dit, la chaux-vive, les outils, etc., ostensiblement. Des outils qui ne sont pas du tout adaptés pour aller creuser sous le balcon terrasse là, qui est dans le jardin. Mais oui, il l'a fait, mais il l'a fait très ostensiblement. Mais avouez que c'est perturbant quand même. C'est perturbant, et c'est perturbant qu'il l'ait fait ostensiblement aussi. Quel a été le rôle d'Agnès, la femme de Xavier Dupont de Ligonnès, votre frère, dans tout ça? Vous relevez dans votre livre que les analyses toxicologiques n'ont pas décelé de somnifères dans les prélèvements au corps qui correspond à celui d'Agnès. Oui, alors ça, effectivement, c'est vraiment très intéressant. Parce que si vraiment Xavier avait voulu droguer toute la famille, déjà, il faut m'expliquer comment il aurait fait. Parce que toute la famille était ensemble, Thomas est reparti. Mais ils ont passé l'après-midi au cinéma et au restaurant ensuite, comme il le dit dans le message audio qu'il me laisse sur mon téléphone. Comment est-ce que Xavier aurait réuni ensuite toute la famille pour prendre une petite tisane, une petite verveine avec des petits comprimés écrasés dedans et que personne ne se rende compte de rien? Enfin, là, on est vraiment dans quelque chose de très loufoque. Et Agnès n'en aurait pas eu. Bon, moi, j'ai déjà du mal à faire prendre une vitamine C à mon mari. Je vois mal comment ça se serait passé. Ça me paraît ça vraiment relevé du roman. Et alors, si Agnès n'a rien, et comme nous le montrons... Les somnifères ont bien été retrouvés dans les bols alimentaires. Oui, voilà. Mais justement, en fait, mon frère avait récupéré tout un tas de médicaments chez mon père, qu'il a ramené là-bas. Et ça aussi peut faire partie du scénario. C'est pas du tout exclu. On peut en faire absolument deux lectures. Soit il les a fait consommer, il faut qu'on m'explique comment, à toute sa famille, sauf Agnès, et Thomas qui n'était pas là. Soit ça fait partie du scénario. Et surtout Thomas le lendemain, excusez-moi. Thomas le lendemain. Thomas qui n'était pas là le dimanche, il va dîner avec lui. Xavier Dupont de Ligonnès va dîner avec lui le lendemain, le 5 avril. Il va le chercher à l'école, ils vont dîner. Et Thomas ensuite est pris de vertige. Ça va pas bien. Oui, il est enrhumé, il a pris un cachet avant d'aller dîner, peut-être qu'il goûte du vin avec son père. C'est pas son père qui lui a donné le cachet, en douce. Ah, écoutez, là, ça me paraît encore plus difficile, hein, franchement. Et quelle utilité surtout, parce que il le ramène chez lui. Le 4 au soir avec. Et puis il le ramène à l'école. Il le ramène chez lui. Et surtout, comment il le ramène à Nantes? Oui, parce que Thomas, on le rappelle, fait ses études à Angers. Oui. Xavier Dupont de Ligonnès a prétexté une fausse excuse, un accident de vélo de la maman, Agnès, pour le faire rentrer à Nantes. Comment on explique ça si ça fait partie d'un plan d'exfiltration, comme vous l'entendez? Pas précisément, parce qu'il doit rentrer à Nantes pour pouvoir partir, parce qu'il ne revient pas, alors qu'il a dit à ses copains qu'il revient. Oui, mais pourquoi dire à son fils, maman, il y a un accident de vélo? Pour qu'il ait un alibi, enfin pour qu'il ait une excuse pour pouvoir rentrer à la maison avec un petit coma. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre, un petit coma? Enfin, moi, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler de petit coma. T'inquiète pas, ta mère est tombée, elle a juste un petit coma, tu peux rentrer. Pour moi, ils étaient convenus de quelque chose la veille, au soir, au restaurant. Si je te dis ta mère a fait une chute de vélo, tu comprends que c'est le moment de rentrer. Enfin. Vous interrogez aussi la rapidité avec laquelle tout ça s'est passé. Le 21 avril, on découvre les corps. Je relis des passages de votre livre. Le 22, le procureur annonce que l'autopsie est déjà terminée. Le 27, les 5 corps ont été incinérés. Et le 30, les cendres étaient enterrées. Tout a été fait en une semaine.
Ben oui, ça me paraît relever de la science-fiction. Ou du polar, enfin c'est très curieux quand même. Sur le moment, effectivement, j'étais prise dans un tourbillon et je n'avais pas encore contacté Maître Goldenstein, donc je n'étais pas encore partie civile. C'est exact. Donc, et puis j'étais abasourdie. Même si j'avais la lettre et que je me disais les corps, c'est un scénario, il fallait quand même faire face à toutes ces nouvelles, à ce déferlement médiatique, une maman de 80 ans à la maison, etc. Enfin, bon, donc oui, j'ai enregistré tout un tas de données. La crémation a lieu dans 5 jours, mais moi qui croyais à la lettre, je me disais tiens, bah oui, effectivement. Ça jure, ça jure. Mais si on se met quand même dans la tête de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est-à-dire que tout ça ne serait qu'un scénario, que ces corps ne sont pas les corps de votre famille, que toute la famille est partie aux États-Unis et que ces corps ont été mis là pour faire croire que c'était un drame familial. Il aurait fallu 6 corps, dont celui de Xavier Dupont de Ligonnès sous cette terrasse. Eh bien non, parce que le fait que Xavier soit absent, ça permettait justement d'expliquer pourquoi les corps étaient là. Il était présenté. Et puis il est coupable, c'est terminé. Il est présenté comme coupable et puis voilà, c'est terminé. Donc on sait pourquoi est-ce que les corps sont sous la terrasse, il n'y a pas besoin de chercher un assassin. Non, ça ne tient pas debout, ça, c'est pas possible. La question, elle est hyper pertinente, la question de Julie. Pourquoi eux 5, la femme, les 4 enfants, et pas lui? Pour donner on fait croire que toute la famille est morte. Précis. Et on exfiltre toute la famille. Ben oui, dans ce cas, Pourquoi est-ce que lui, on le laisse en vie? Mais non, non, il part avec tout le monde. Bah oui, il est parti. Mais il est présumé coupable. L'histoire est bouclée. Lui, il a pensé à se faire passer pour le coupable. Selon mes clients, l'idée, c'est on met la famille sous la terrasse pour qu'il soit découvert. Et Xavier est présenté comme le coupable idéal. Et l'histoire est terminée. Cette famille... Pardon, maître, mais Julie a raison. Je veux dire, plus personne ne le recherchera, plus personne lui fera d'ennui. Il est mort avec sa famille, il est là. Oui, mais on est obligé de rechercher des assassins. Et qui l'enterre? Vous l'avez, l'assassin? Qui l'enterre? Là, on l'a, l'assassin. Il ne peut pas s'auto-enterrer? C'est un peu tiré par les cheveux quand même, non? Ben oui. Oui? Oui, non, mais tout est tiré par les cheveux. Le seul problème, c'est que donnez-moi la vérité. Non, moi j'ai une autre hypothèse. C'est qu'en fait, pourquoi ce scénario de drame familial? C'est parce que tout compliqué qu'il nous paraisse, c'est finalement le plus simple. Parce que c'est pas Xavier qui a écrit le scénario. S'il est dans le renseignement, il y a une équipe autour, il a des contacts, etc. Il est dans une hiérarchie et tout est bien pensé. Dans ce cas-là, s'il est en danger un jour ou un autre, le scénario, il est certainement réfléchi depuis qu'il est entré dans cette organisation. Je pense personnellement que c'est depuis 1990, ses premiers voyages aux États-Unis. Au début, il n'est pas marié. Ensuite, il épouse Agnès qui a déjà Arthur. 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, ça devient compliqué d'exfiltrer une famille. Or, si vous dites, ah bon, on va vous exfiltrer, c'est pas compliqué, on va tous vous mettre sur un voilier. Oui, ok, mais le voilier, on l'a loué du 15 au 22 août. Et sinon, le chalet en montagne, bah oui, mais ça sera à Noël. Et s'il faut s'en aller en cours d'année, comment on fait? Pour réunir tout le monde, surtout des enfants grands, bah, un drame familial, c'est vite fait. Ça peut se faire n'importe quand. On dit que le père a pété les plombs et c'est fini. C'est la solution la plus simple. Et ça, c'est pas. Enfin, je veux bien avoir de la contradiction et je veux bien que quelqu'un me propose une 3e voie. La version officielle ne tient pas debout au vu des éléments que nous avons. La nôtre, elle est discutable. Discutons-en. Mais s'il y a une 3e solution qui est meilleure, à ce moment-là, elle intégrera, comme le dit Bertram dans le livre, elle intégrera tous les éléments. Pour l'instant, c'est la nôtre qui intègre mieux tous les éléments les plus farfelus qui soient. Mais qui contredit quand même ce que la science, notamment, a pu révéler. Donc pour vous, vous êtes convaincu qu'il est en ce moment vivant aux États-Unis? Aux États-Unis ou ailleurs, vivant ou pas, 13 ans sont passés. Mais je pense, selon le cours des choses normales, que oui, mon frère est vivant quelque part, avec Agnès et les enfants. Donc tout le monde est vivant? Si je ne crois pas que tout le monde soit mort sous la terrasse, oui, je suis logique de penser que tout le monde est vivant. Quand est-ce que vous avez eu des nouvelles de lui pour la dernière fois? Un mail peut-être le le 7 ou 8 ouais, avril. Ça vous plairait la semaine dernière? Ça serait pas mal, vous auriez un scoop là. Non, le fameux lundi 4 avril. Où tu l'as eu au téléphone. Voilà, où je l'ai eu au téléphone. Maître, est-ce que la police judiciaire de Nantes a bien fait son boulot? Elle a bien fait son boulot, j'allais dire a posteriori. C'est-à-dire dans toutes les vérifications qui ont été effectuées postérieurement à la découverte des corps, c'est un travail très professionnel. Le seul problème, c'est que l'enquête, elle a démarré au super ralenti. Au super ralenti, parce que je suis désolé, mais quand elle le dit dans son livre, que le 14, elle a un policier au téléphone qui lui dit « Vous inquiétez pas, madame, c'est normal qu'une famille disparaisse », c'est pas normal du tout qu'un policier dise ça. Et il lui a dit.
Il faisait juste des vérifications parce qu'il y avait une enquête qui avait été lancée pour recherche, vous savez. Et si on avait fait le travail sérieusement à ce moment-là, puisque je sais dans le dossier que le parquet de Nantes a reçu la lettre, la fameuse lettre que quand je l'ai lue, quand Christine me l'a donnée, je dis bon, le dossier il a changé de tournure, c'est plus le même. Et cette lettre, elle est au parquet le 12 avril. Le 12 avril, le parquet a cette lettre et ne lance pas des investigations colossales. On en est encore à aller se balader dans la maison et aller voir. Bon, il y a peut-être quelque chose dans la maison. Tiens, tout est en désordre. Mais... Et voilà, le problème est là. Mais c'est comme dans toutes les enquêtes. Quand ça démarre mal, ça démarre mal. Et à partir de là, si effectivement le 12-13, il y avait eu des véritables recherches, il aurait été interpellé, Xavier Dupont de Ligonnès. Il aurait été interpellé et aujourd'hui, on ne serait pas là à en discuter. Lui, il nous aurait donné toutes les réponses et on serait satisfait. On aurait certainement un drame familial. Mais voilà, oui, effectivement, ce que je reproche, c'est ça. Est-ce qu'un jour, même en son absence, il pourrait y avoir un procès? Mais il n'y aura pas de procès parce qu'en réalité, normalement, c'est les parties civiles qui demandent un procès. Parce qu'elles insistent pour qu'il y ait un procès public et savoir la vérité. Les parties civiles, c'est nous. Christine, vous avez bien compris, elle ne croit pas à la culpabilité de son frère, donc on n'a pas besoin vraiment de procès pour savoir. Les autres parties civiles n'interviennent très peu. Et en réalité, l'enquête continue, mais il n'y aura pas de contumace. Et ce livre est un peu un procès. C'est d'ailleurs ce que je dis dans la préface. Je laisse aux gens la possibilité d'être jurés. On a tout mis. On met tous les éléments à charge. Si on revient aux dernières images qu'on a de Xavier Dupont de Ligonnès, le 15 avril, aperçu pour la dernière fois dans un hôtel de Roquebrune-sur-Argence, à ce moment-là, on le voit qui quitte l'établissement à pied, qu'il abandonne son véhicule, et après ça, on n'a plus eu aucune nouvelle. Certains ont dit peut-être qu'il est parti se suicider. Pourquoi il était seul, déjà? Et est-ce que vous croyez, est-ce que ça peut être une hypothèse? Alors, si je croyais mon frère coupable d'avoir tué toute sa famille dans un moment de désespoir, pour moi, deux choses. Soit il se supprime derrière, soit il a une prise de conscience et il se dénonce lui-même parce que je connais son caractère. C'est quelqu'un qui ne sait pas garder longtemps un problème sur la conscience. Donc, voilà. Croire que Xavier est parti se suicider gratuitement quand sa famille est exfiltrée, non, ça c'est sûr que je n'y crois pas une seule seconde. Ensuite, je pense que, d'après tout ce que nous avons relevé dans le dossier et hors du dossier, avec nos propres souvenirs personnels, et il y a des choses que je mets qui sont tout à fait inédites, d'ailleurs, concernant le mobile financier. Là, je pense effectivement que les enfants sont partis les premiers de la maison familiale, puis Agnès, qui a quand même été vue jusqu'au 8. Vous attendez un signe de votre frère? Peut-être que oui, inconsciemment j'attends un signe. Peut-être que j'ai un grand espoir de recevoir un signe de vie un jour. Après, ce n'est pas forcément ça que j'attends dans la vie de tous les jours. Et si je reçois un jour un signe de Xavier, ça sera un signe de Xavier et Agnès. Donc je ne sépare pas la famille. Dans mon optique, automatiquement, ils sont ensemble et ça fera peut-être un peu de bruit si on a un signe de toute la famille. Et dans ce cas, vous irez le dire à la police? Je me tournerai vers Maître Goldenstein. Qui appellera immédiatement le juge d'instruction pour lui dire où il se trouve, évidemment. Hein? Et BFM TV. Après. Vous comprenez quand même que tout ce scénario auquel vous croyez, peu de gens y croient. On se dit aussi, est-ce qu'il n'y a pas une part de déni? La réalité est tellement douloureuse, parce qu'on parle là de votre frère, de vos neveux, de vos nièces, que vous êtes dans le déni. Alors, deux choses dans votre question. D'abord, que sait-on du nombre de gens qui croient ou qui peuvent réfléchir dans le même sens que moi? Finalement, on n'a pas fait de sondage jusqu'à présent. Moi, quand je dis aux gens qu'ils ne me connaissent pas, soit qu'ils me connaissent depuis un certain temps et qu'ils ne savent pas qui je suis, je leur dis, bon, je suis obligée de te dire, je suis la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, mais je n'ai pas du tout la même approche. Je dis, personne n'a reconnu les corps, visage déformé, crémation dans les 6 jours, la personne me répond, c'est bon, l'affaire est pliée, il y a un loup, tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Bon, donc déjà, ça va quand même assez vite. Après, ça dépend du caractère. Il y a des gens à qui on dit, il n'y a pas de scène de crime dans la maison. Tu me dis qu'on a tué 5 personnes et il n'y a pas de sang dans les étages? Ok. Est-ce que votre espoir, c'est que votre frère lise votre livre? Alors, je ne sais pas s'il va pouvoir lire mon livre. En revanche, savoir que je ne suis pas du tout d'accord avec la version officielle, ça, je pense que s'il a des moyens de... C'est pour redorer son image? On peut le dire comme ça, mais c'est surtout pour donner en fait, au grand public le vrai visage de Xavier. Après, chacun fait ses déductions, son jugement. Mais par exemple, on m'a dit que mon frère était dominateur, manipulateur, etc. Bon. Alors, peut-être qu'effectivement, étant commercial, il avait des techniques de vente, mais on dit bien que ce n'est pas de la manipulation, pas plus que dans le domaine de la politique, etc. En revanche,
Xavier avait vraiment l'esprit tourné au partage. Systématiquement, il découvre quelque chose, que ce soit dans le domaine culinaire, les voyages, la musique, systématiquement, il a besoin de partager. Ça, c'est un mode horizontal, c'est pas du tout un mode dominateur vertical. Donc, pour moi, c'est vraiment très important. Xavier n'avait pas de façade, contrairement à tout ce qui a été dit. Nous étions tous au courant de ses problèmes d'argent, et franchement, ça aussi, le narcissique qui veut absolument... Toute dernière question, s'il nous écoute, est-ce que vous avez un message à lui faire passer? Ah oui, vraiment, je le remercie beaucoup de nous avoir adressé cette lettre et d'avoir cru en nous. Et aussi, je tiens à le saluer, ainsi qu'Agnès et les enfants, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, Merci à à vous. tous les trois. Merci.